Émeric m'a demandé de vous parler des contrats de prévoyance à titre individuel pour le statut de travailleur non salarié ou de la profession libérale. Donc avant de commencer de parler de la spécificité d'un contrat de prévoyance, de regarder ce qui est important d'avoir en termes de garantie, je voulais faire avec vous un petit peu le point de votre régime obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez un certain nombre de cotisations pour votre régime obligatoire, mais il est toujours intéressant de savoir à l'intérieur de ces cotisations comment on est couvert par ce régime obligatoire. Donc aujourd'hui, j'ai pris en fait tout simplement deux exemples. Le premier exemple, c'est pour un travailleur non salarié qui serait à la sécurité sociale des indépendants, en fait de l'ex-RSI, qui a changé de nom il y a un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai pris un deuxième exemple pour une profession libérale, pour un avocat, pour vous mettre en comparaison deux régimes obligatoires. Donc on va commencer par le premier régime obligatoire, qui est la sécurité sociale des indépendants. Je pense que vous allez avoir la vision sur le slide. Voilà. Donc, je vous ai pris un exemple en fait, sur la sécurité sociale des indépendants avec un TNS qui aurait une rémunération de 80 000 € par an. Donc, vous avez d'un côté la partie qui concerne l'arrêt de travail à gauche et d'un autre côté, vous avez la partie invalidité. Dans ce tableau, tout ce que vous voyez en gris correspond au régime obligatoire de la sécurité sociale des indépendants. Donc, comme on peut le voir, c'est un régime qui intervient assez rapidement sur la partie arrêt de travail, parce qu'à partir du 8e jour, on peut bénéficier d'une prestation en cas d'arrêt de travail. Mais on le voit aussi que ce régime s'arrête au bout d'un an, en sachant qu'un arrêt de travail peut durer au maximum 3 ans, parce qu'au-delà de 3 ans d'arrêt de travail, on passe en invalidité. Donc c'est un régime qui intervient effectivement très vite, à partir du 8e jour, mais comme on peut le voir sur cet exemple-là, pour une rémunération de 80 000 €, le régime obligatoire viendrait uniquement pour 25% de part de cette rémunération, ce qui correspond à environ 55 € par jour. Alors que pour une rémunération de 80 000 €, on est sur une rémunération journalière de 219 €. Voilà. Donc on voit bien qu'on a des cotisations, mais que le régime obligatoire ne couvre pas l'intégralité de cette perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Donc, un contrat de prévoyance va venir compléter ce manque à gagner vis-à-vis du régime obligatoire. Et on peut le regarder aussi d'un autre côté sur la partie invalidité. On le voit bien que le régime couvre uniquement 12 340 €. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est en invalidité aujourd'hui va toucher une rente de 12 340 € jusqu'à son départ en retraite, mais ça signifie aussi qu'il ne peut plus exercer sa profession, ou en tout cas, s'il a une invalidité qui est assez faible, ne peut plus la continuer comme il le faisait auparavant. Donc, on considère qu'il y a une perte de revenus. On va passer à l'autre slide. Donc, à l'autre slide, on va passer sur un autre régime obligatoire qui est celui des avocats. Donc, on voit ce régime obligatoire, lui, intervient à partir du 15e jour et le couvre sur une durée de 3 ans, qui est la durée maximum d'un arrêt de travail. Et on le voit aussi dans ce régime-là, pour toujours un montant de 80 000 €, on est sur une prestation du régime obligatoire à hauteur de 25%. Donc, on le voit bien, les régimes obligatoires, là je vous donne deux exemples, mais ils ne couvreront jamais l'intégralité de vos revenus. Donc, vous avez, pour moi, une obligation de pouvoir prendre un contrat de prévoyance pour vous prémunir par rapport à ces risques, qui sont un risque qui arrive plus fréquemment, qui est l'arrêt de travail, et vous avez un risque qui est plus lourd, qui est l'invalidité, et qui a des conséquences dans le temps beaucoup plus importantes qu'un arrêt de travail. On voit l'arrêt de travail dure au maximum 3 ans. Donc en résumé, aujourd'hui, la couverture sociale de base est de toute façon inférieure à 50%. C'est ça, voire tout à fait. Plutôt autour de 15-20%, c'est ça? Tout à fait. Avec des seuils d'intervention qui sont différents d'un régime à l'autre. En sachant que, par exemple, si je vous donne un autre exemple d'un régime obligatoire qui est la CIPAV, il n'y a aucune protection en cas d'arrêt de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en arrêt de travail ne recevra rien de son régime obligatoire parce qu'elle prévoit 0. Ok, donc là on a deux cas de figure, en effet, l'arrêt de travail, l'invalidité, et dans les deux cas, on a un besoin de complément qui apparaît et qui est d'autant plus important que quand on est à la tête de son activité, voire seul dans son activité, il faut pouvoir couvrir sa rémunération. Donc maintenant qu'on a fait un peu l'état des lieux de son régime obligatoire, on va passer dans le concret en fait, sur un contrat de prévoyance individuelle.
Donc là, la première partie, c'est vraiment voir quelles sont les garanties qui sont un petit peu obligatoires de prendre dans un contrat de prévoyance. Donc la première garantie, en fait, c'est se couvrir en cas de décès. Effectivement, tout le monde va décéder à un moment donné, mais on espère décéder le plus loin possible et surtout pas quand on est en activité. Donc c'est pour pouvoir prémunir d'une somme, d'un capital, pour prémunir ses proches. Donc on va définir un montant de garantie et qui viendra aux bénéficiaires qui seront désignés au sein du contrat. Vous avez le deuxième point qui est la garantie pour moi la plus importante dans un contrat de prévoyance, c'est l'invalidité. Parce que dès lors que vous ne pouvez plus exercer votre profession, ou en tout cas l'exercer comme vous l'exercez avant parce que vous avez des difficultés sur la partie invalidité, il faut pouvoir avoir une rente d'invalidité qui vous couvre jusqu'à votre départ en retraite. Je prends par exemple un exemple d'une profession médicale, donc un médecin qui aurait fait 11 ou 12 ans d'années d'études et qui ne pourrait plus exercer. Ce serait quand même dramatique pour lui d'avoir une perte de revenus jusqu'à son départ en retraite et après pour pouvoir toucher sa retraite. Vous avez une troisième garantie qui est la garantie en cas d'arrêt de travail qu'on va regarder ensemble. Le but aujourd'hui de cette intervention, c'est de vous expliquer que ce n'est pas parce que sur un contrat que vous avez peut-être souscrit, vous avez ces trois garanties que vous êtes bien couvert. Le rôle d'Emeric, c'est de pouvoir regarder à l'intérieur des contrats les spécificités garantie par garantie pour pouvoir vous couvrir au mieux en fonction de votre statut et comment vous exercez votre profession. Donc aujourd'hui, moi, je vais juste vous faire un focus sur la partie invalidité et voir à l'intérieur de ça qu'il y a pas mal de spécificités dans le contrat et que Emeric est là vraiment pour vous aider à chercher la meilleure garantie. Bon. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment est évalué un taux d'invalidité. Donc on va partir d'un exemple d'un client qui aura eu le pouce sectionné. L'assureur et votre régime obligatoire va regarder aussi deux points. Le premier, c'est l'incapacité fonctionnelle. Donc le fonctionnel, c'est quoi? C'est les actes courants de la vie. Et d'un autre côté, c'est l'incapacité qui est dit professionnelle. C'est uniquement par rapport à votre profession, on va calculer le taux d'invalidité. Donc on le voit avec cet exemple pour quelqu'un qui aurait le pouce sectionné. Donc là, c'est un exemple pour une profession médicale. C'est qu'en partie en incapacité fonctionnelle, on est à 20%, alors que sur la partie professionnelle, on va avoir un taux d'invalidité qui est beaucoup plus élevé. À partir de là, en fait, l'assureur va déterminer le taux d'invalidité. C'est-à-dire qu'on va prendre ces deux taux d'invalidité, que ce soit le fonctionnel et le professionnel, et on va les rentrer dans un tableau pour définir réellement le taux d'invalidité qu'on va pouvoir vous garantir. Voilà. Donc, généralement, un travailleur salarié en gérant majoritaire, lui, est sur un barème qui est dit croisé. Donc, on va croiser les informations entre les deux taux d'invalidité, qui sont le fonctionnel et le professionnel. Donc, si on prend l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui aura un taux d'invalidité fonctionnelle à 20% et un taux d'invalidité professionnelle à 80%, on serait sur un taux d'invalidité défini par l'assureur qui serait de 31,75%. Vous avez pour des professions dites réglementées, libérales réglementées ou les professions médicales, on peut tenir compte uniquement d'un barème professionnel. Donc, c'est plus à leurs avantages parce que, par exemple, une profession médicale qui aurait le pouce sectionné, on tiendrait compte de son taux d'invalidité qui serait uniquement de 80% et non pas sur un système de barème croisé. Donc déjà, c'est des premières choses à regarder dans un contrat si vous êtes sur un barème croisé ou si vous êtes sur un barème dit uniquement professionnel. Donc l'avantage quand même d'avoir le barème croisé, c'est de permettre de prendre en compte le fait que cette invalidité, dans le métier exercé, a une pondération supérieure. Tout à fait. C'est-à-dire que sur les contrats, on va tenir compte surtout de l'invalidité professionnelle qui peut être des fois plus élevée que celle de fonctionnelle. Je peux prendre un exemple, par exemple, un autre exemple d'un avocat qui fait des plaidoiries, qui va perdre, avoir une extinction de voix en termes d'invalidité, il va avoir une invalidité qui va être très élevée. Et par contre, sur la partie fonctionnelle, elle va être plus réduite. Donc voilà, il y a plein d'exemples qui sont comme ça. On peut donner aussi d'autres exemples à l'inverse. Quelqu'un qui serait commercial, qui serait une activité de commercial, demain aurait eu un accident de voiture étant chaise roulante. Dans sa partie professionnelle, du fait qu'il soit commercial et qu'il était surtout sédentaire, il n'avait pas besoin de bouger.
Sur la partie professionnelle, on serait peut-être aux alentours de 30-40%, mais sur la partie fonctionnelle, le taux serait beaucoup plus élevé. On serait aux alentours de 60-70 ou voire 80% parce qu'il serait en fauteuil roulant et il aurait du mal à se déplacer. Donc, dès lors que l'assurance de votre régime obligatoire a déterminé le montant de l'invalidité, il faut regarder sur les contrats de prévoyance quel est son seuil de déclenchement. Généralement, vous avez des seuils de déclenchement qui sont déjà à 66%. Donc, dès que vous avez un taux à 66%, on a l'intégralité de la rente qui est servie. Alors, le seuil de déclenchement des 66%, c'est 66% de quoi? Alors, c'est 66% soit d'un barème croisé parce que ça a été défini dans le contrat, ou soit d'un barème professionnel si le contrat tient compte uniquement du barème professionnel. Souvent, les barèmes professionnels sont exclusivement réservés aux professions libérales réglementées, qui sont les avocats, les experts comptables, les notaires, les commissaires-priseurs, les architectes. Pour l'ensemble des autres professions, sont souvent sur un barème dit croisé. Si vous avez un taux qui s'est compris entre 33 et 66%, l'assureur à ce moment-là va appliquer une méthode pour calculer le taux de la rente. C'est-à-dire que si on est dans un exemple de tout à l'heure, par exemple celui qui était la sécurité sociale des indépendants, il y avait environ 12 000 € qui étaient versés par son régime obligatoire, l'assureur va prendre en compte 68 000 € de complément rente d'invalidité. Mais ce n'est pas parce que vous avez un taux d'invalidité qui compte entre 33 et 66 qui va vous verser l'intégralité de son montant de rente. Derrière ça, il va y avoir une méthode de calcul pour calculer quel serait le montant de rente par rapport à ce montant qui avait été défini dans le contrat. Et après, vous avez des possibilités sur certains contrats d'avoir des seuils de déclenchement qui sont inférieurs. Sur des professions dites médicales et professions libérales réglementées, vous allez pouvoir avoir des taux à 15-16% de déclenchement. Et pour des professions gérants majoritaires, vous pouvez avoir aussi des seuils aujourd'hui sur le marché qui commencent à partir de 20%. Donc, dès lors qu'on a en fait calculé à ce moment-là quel était le montant du taux d'invalidité, on va définir à ce moment-là comment va être le calcul si on est entre 33 et 66% pour connaître exactement le montant de la rente qu'on va pouvoir avoir. Donc là, je vous ai mis des exemples de formules de calcul. En fait, c'est des formules de calcul qui sont indiquées noir sur blanc sur les conditions générales du contrat que vous avez souscrit. Et on voit qu'en fait, des formules de calcul d'un assureur à l'autre, on peut avoir des différences d'indemnisation. On voit qu'une formule sur un T sur 66, donc le T c'est quoi? C'est le taux d'invalidité. Donc si on reprend notre tableau croisé entre le fonctionnel et le professionnel, on détermine que le taux d'invalidité est à partir de 33%. Donc on va faire 33 divisé par 66 et donc l'assureur va vous verser une rente d'invalidité de 50%. Donc dans notre exemple de tout à l'heure de 68 000 €, on va vous verser la moitié de cette somme-là pendant toute la durée du contrat jusqu'à votre départ en retraite. Donc, ce n'est quand même pas une garantie qui est neutre parce que si on commence à être souscrit à 30 ans et qu'on a un accident en invalidité à 33 ans, on va payer de 33 ans jusqu'à son départ en retraite cette somme-là, 50% de cette somme. Donc, ce n'est vraiment pas neutre. On le voit qu'il y a des assureurs aussi qui appliquent un T sur 100. Donc, on voit que dans cet exemple-là, on toucherait que 33% de l'indemnité qui est souscrite. Et puis, vous avez d'autres formules qui sont un petit peu plus compliquées, mais on voit qu'on ne touchera aucun. Quand on fait un T sur moins 33 divisé par 33, en fait, dans cet exemple-là, l'assuré qui aurait ça dans sa formule de calcul, pour un taux d'invalidité à 33%, ne toucherait rien. Donc, il est important d'avoir la meilleure méthode de calcul, en tout cas la meilleure formule de calcul sur ce contrat-là. Donc, nous, on explique que la T sur 66 est la meilleure formule de calcul sur ce contrat. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai donné un exemple sur une garantie. Le but de l'entretien, c'est de vous montrer qu'il y a des garanties qui sont vraiment importantes, qui sont le décès pour prévenir vos proches, vos bénéficiaires qui seront déterminés sur le contrat. Vous avez aussi la garantie arrêt de travail. Les spécificités sur la garantie arrêt de travail vont plutôt se jouer sur à quel moment l'assureur doit intervenir, donc c'est-à-dire à quel moment on intervient, c'est-à-dire le montant des franchises. Et vous avez la garantie qui est pour moi la plus importante, qui est l'invalidité. Et on le voit que derrière ce mot garantie invalidité, il y a quand même beaucoup de spécificités qui sont à regarder et il y en a encore beaucoup d'autres.
Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire appel à Émeric pour qu'il étudie vraiment les contrats du marché pour qu'il vous apporte la meilleure solution sur ce contrat-là. Voilà. Est-ce que déjà, alors peut-être qu'on peut ouvrir le micro quelques instants si jamais vous avez des questions sur cette partie. On a abordé la partie protection de l'entreprise et de l'activité. Il y a un aspect, mais je pense que ça va être abordé après, parce qu'on n'a pas parlé des garanties d'essai liées aussi à la protection individuelle. Mais je crois que c'est toi qui l'abordais. Je parle, mais après, Ok. dessus. D'accord. Mais en tout cas, voilà, dans les grandes garanties de la protection individuelle, ce qu'on vient de voir, donc si on va les résumer, tu les avais au début, mais c'est pour ceux qui sont en retard. Ouais. Tu veux revenir au début, c'est ça? C'est au début, les 3 garanties qui sont obligatoires dans un contrat. Après, vous avez un certain nombre d'autres garanties qui sont optionnelles dans le contrat, qui sont les garanties de l'exonération. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes en arrêt de travail, en invalidité, vous ne payez plus votre contrat de prévoyance. Vous avez aussi des garanties qui sont pour couvrir vos frais professionnels. Vous avez d'autres garanties qui sont pour prendre de la rente éducation pour votre conjoint ou vos enfants. Et vous avez aussi d'autres garanties qui peuvent être des capitaux en cas d'invalidité. Voilà. Toutes ces garanties sont des options qu'on peut mettre en place, qui sont à voir en fonction de votre famille, de votre foyer, pour voir quelles sont les garanties qu'on peut mettre en plus pour prévenir du risque. Mais les 3 garanties qui sont vraiment les plus importantes sur un contrat de prévoyance sont vraiment la garantie d'essai. Donc là, c'est pouvoir, en cas de décès soudain, de pouvoir avoir un capital qui est versé à ses proches pour pouvoir faire face à ça. La garantie arrêt de travail qui, elle, va prémunir les risques qui sont plus fréquents. Et vous avez la plus grosse garantie, qui est le risque le plus lourd si demain vous avez une invalidité, qui est la garantie invalidité permanente. Parce que comme on l'a vu, dès lors que l'assureur va la payer, il va la payer jusqu'à votre départ en retraite. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ces parties-là? J'avoue que je n'ai pas regardé. D'ailleurs, on va mettre le partage en pause 2 secondes. Et normalement, ce qui est terrible, c'est que je n'ai plus accès à l'écran. Donc, je ne sais pas si certains ont noté des questions, mais je ne les vois pas. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Je fais quoi là? Voilà. Donc, vous pouvez allumer vos micros et nous poser les quelques questions que vous auriez éventuellement sur cette partie. Si on n'a pas, c'est que Baptiste a été assez clair. C'est plutôt bon signe. Voilà. Donc, je vois quelque chose apparaître. Merci Henri. Donc, ok, on a la confirmation que c'était clair. Voilà. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous les mettre par écrit ou à nous les poser à la fin. Je vais passer du coup la parole à Eric qui va aborder la deuxième partie. La deuxième partie qui, donc, du coup, elle va concerner la protection de l'activité. Alors, on va changer les places, ça va être plus simple. OK, on va éviter le contre-jour. Et puis, moi, je vais changer, du coup, le partage d'écran. Voilà, donc Eric, c'est à toi. Merci. Donc Eric Amonet de Swiss Life qui va nous présenter plusieurs garanties pour se protéger dans le cadre de l'activité. Donc la première, c'est l'homme clé. Exactement. Bonjour à tous. Donc Eric Amonet, Swiss Life Assurance, depuis de nombreuses années. Donc je remercie déjà Émeric de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans votre visioconférence. Et je suis très content, même si l'horaire est très matinal aussi pour moi, de pouvoir vous présenter donc, les offres que nous mettons à disposition de nos gestionnaires de patrimoine à destination de leurs clients pour se protéger et protéger leur entreprise. Donc, puisque c'est le sujet du jour. Alors, donc on va démarrer. En fait, je ne vais pas vous abreuver de slides, mais l'idée c'est aborder donc trois garanties essentielles pour protéger donc le chef d'entreprise. Donc déjà l'homme clé
c'est la protection du dirigeant en cas de disparition. On va aussi parler de la garantie associée, de la garantie croisée, notamment pour les professions libérales. Et on va parler aussi de la protection donc, du chef d'entreprise, mais à titre personnel en cas de disparition, donc ce qu'il va pouvoir laisser à ses proches, conjoints et enfants. Donc, on va démarrer par l'homme clé. Donc, homme clé plus, c'est le nom du produit chez nous. Donc, après, on fait comment, Yannick? Pardon, tu peux. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, attends, faut juste que je me mette là. Hop, voilà. Voilà, donc quelques chiffres à vous donner, donc des études qui ont été réalisées il n'y a pas si longtemps que ça, pour vous donner un peu le contexte qu'il représente. 15% des disparitions d'entreprises proviennent de transmissions qui ont été mal préparées. 41% des chefs d'entreprise n'ont mis en place aucune action pour assurer la pérennité de leur entreprise en cas de force majeure. 59% des dirigeants concernés par la cession et transmission de leur entreprise n'ont entamé aucune démarche. Seul 1% des dirigeants pensent au mandat à effet posthume. Et 67% des entreprises cotées au SBF 120 n'ont pas de successeur prévu en cas de crise et 113% en cas d'urgence. Bon, inutile de dire que, en gros, il y a pas grand monde ne l'a prévu. Bon, on n'est pas, sauf dans le cas des grosses sociétés où là, le directoire a prévu le remplacement du dirigeant qui disparaît suite à un décès. Mais pour les entreprises de taille moyenne et les petites entreprises, ce n'est pas un sujet qui les préoccupe apparemment. Alors que c'est un sujet essentiel, comme nous allons le voir dans les prochains slides. Donc, voilà. Alors, quels sont les besoins d'un chef d'entreprise? Bon, on a distingué les besoins à titre professionnel et les besoins à titre personnel. Bon, à titre professionnel, donc, ces besoins sont de pérenniser l'entreprise et la développer, mais aussi de la céder, de la transmettre. Et à titre personnel, c'est protéger sa famille, ses revenus, constituer et optimiser le patrimoine personnel et préparer sa retraite. Quelles sont les conséquences de la disparition d'un dirigeant? Il met en danger la pérennité de l'entreprise, sa valeur, mais aussi le niveau de vie de sa famille et son patrimoine familial. Donc, il est essentiel de protéger l'entreprise du risque de défaillance du dirigeant et la protection homme clé s'anticipe, tout comme l'organisation de la succession. Alors, la priorité absolue, c'est donc pérenniser l'entreprise. On a fait un petit camembert. Pour quel besoin? Donc, le besoin essentiel, c'est financer le remplacement de l'homme clé via un recrutement et une formation et compenser la baisse du résultat prévisionnel. Qui est concerné par l'homme clé dans l'entreprise? Comme son nom l'indique, c'est un homme clé, donc toute personne qui joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être un dirigeant ou plusieurs dirigeants, mais aussi un collaborateur réalisant une part importante du chiffre d'affaires ou un collaborateur détenant un savoir spécifique directement lié à l'objet social. Pour vous donner des exemples, ça peut être un chef étoilé dans un grand restaurant. S'il vient de disparaître, ça met en péril les étoiles du restaurant. Ça peut être un nez donc, dans le métier de la parfumerie. Donc, ce n'est pas toujours un dirigeant, ça peut être vraiment un collaborateur essentiel. Ça peut être aussi un commercial qui vend beaucoup d'avions, Airbus ou ailleurs. Et s'il vient à disparaître, il y aura moins de ventes. Ça mettra en péril l'activité. Voilà, donc, autant d'exemples à vous donner. Qui sont les intervenants maintenant au contrat? Alors, les intervenants, en assurance, il y a un souscripteur, donc c'est celui qui paye les primes. Donc, le souscripteur, c'est l'entreprise. Après, il y a un assuré, c'est celui sur qui il porte le risque. Donc, l'assuré, ce sera donc l'homme clé. Et le bénéficiaire, dans le cas de l'homme clé, ce sera toujours l'entreprise. Donc, il faut savoir que c'est l'entreprise qui cotise, qui paye la prime, et c'est l'entreprise qui perçoit la prestation, donc le capital d'essai. Quels sont les risques garantis dans le cadre de l'homme clé? Nous pouvons bien sûr garantir le risque de base, qui est le risque d'essai et perte totale irréversible d'autonomie. Mais nous avons aussi une extension sur la garantie invalidité permanente totale, comme l'a expliqué mon collègue il y a quelques instants, et aussi sur l'arrêt de travail en paiement d'indemnité journalière. Tu vas les aborder? Je vais les aborder, oui. Comment on détermine maintenant le montant à assurer? Ça, c'est le cas peut-être de plus difficile, mais les chefs d'entreprise savent bien donc, le poids qu'ils pèsent au sein de leur affaire. Donc, on a plusieurs méthodes de calcul, soit par la valorisation des derniers résultats courants avant impôt, soit aussi par une limite relative en faisant un calcul suivant, la rémunération de l'homme clé, multipliée par le chiffre d'affaires annuel et la totalité divisée par la rémunération totale versée par l'entreprise. Bon, là, je ne vais pas vous abreuver, mais je passe donc pour un petit résumé sur l'homme clé.
Donc, nous avons un souscripteur qui est la société. J'espère que si le slide est bien lisible. Le bénéficiaire est toujours la société. Les primes sont payées par la société. En termes de fiscalité des primes, et là je vais faire un focus tout à l'heure, il y a une déductibilité donc des cotisations. Par contre, pour les professions libérales au BNC, ce ne sera pas déductible. La prestation, en assurance, c'est donc le versement du capital ou des indemnités journalières est toujours versé à la société. Et s'agissant de sa fiscalité, c'est un profit exceptionnel donc qui doit être déclaré donc, au compte de résultat et imposé donc, dans l'année, voire étalable sur 5 ans. Voilà pour l'homme clé. Je vais passer à la deuxième protection du chef d'entreprise en sa qualité d'associé dans une affaire. Et on va donc reprendre le petit camembert que je vous ai présenté tout à l'heure. La garantie associée ou aussi la garantie croisée. Donc, pour quels besoins elle s'applique? L'idée, c'est de garder le contrôle de l'entreprise, d'assurer la stabilité du groupe d'associés et surtout d'éviter l'intrusion d'un tiers. Un tiers, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans l'affaire, c'est le cas de le dire, et qui se retrouve à la tête d'une partie de la société. Qui sont les personnes concernées par cette garantie croisée? C'est tout associé de l'entreprise, quel que soit le montant de ses parts. Quels sont les intervenants au contrat? Il y a un souscripteur, donc c'est l'associé, un assuré, c'est l'adhérent, et le bénéficiaire, ce sera l'autre associé. Et le risque garanti, le seul risque garanti en garantie croisée, c'est le risque du décès. Il n'y a pas d'invalidité ni d'arrêt de travail. Quel est le montant à assurer? Donc, le montant de la garantie, c'est tout simple, il correspond à la valeur des participations à racheter. Donc, autrement dit, l'associé adhérent s'assure pour un capital décès qui est équivalent à la valeur des parts de l'entreprise qu'il détient. Une condition est exigée donc à la souscription du contrat que l'assureur doit avoir en main, c'est qu'il y ait donc dans l'entreprise un pacte d'associés existant ou une clause d'agrément pour savoir qui fait quoi et quels sont les détenteurs de parts. Donc, en espérant que le schéma est lisible pour tous et toutes, donc la garantie associée, donc le souscripteur c'est l'associé, le bénéficiaire sont donc les autres associés. Les primes, alors là, au niveau de la fiscalité, il y a une petite subtilité. Soit les primes sont payées par les associés, mais elles ne sont pas déductibles. Soit les primes sont payées par la société, mais là, elles sont réintégrées comme avantage en nature. Comme si c'était un véhicule de fonction, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en termes de fiscalité, il n'y a pas d'imposition s'agissant du contrat de prévoyance. La totalité des capitaux d'essai versés ne sont pas imposables. Seule la portion de prime est imposable et j'ai un chemin à vous présenter tout à l'heure. Le dernier volet de ma présentation concerne la prévoyance à titre personnel. Parce que le chef d'entreprise, c'est bien le chef d'entreprise, il dirige une entreprise, bien sûr, mais il a aussi un patrimoine personnel et une protection vis-à-vis de sa famille et ses enfants à mettre en place. Alors, quels sont ses besoins? Protéger sa vie privée via le financement de projets, gérer son épargne, optimiser transmettre son patrimoine. Pour qui? C'est une personne physique qui va souscrire toujours. Les intervenants au contrat, donc, c'est la personne physique. L'assuré étant l'adhérent, le bénéficiaire, une autre personne, le conjoint ou d'autres personnes désignées. Donc, c'est l'avantage de l'assurance vie. Le souscripteur désigne son bénéficiaire. Et le risque garanti, c'est le décès ou l'invalidité. Il n'y a pas d'annuité journalière. Quel est le montant à assurer? Donc, le montant du capital à octroyer en décès s'apprécie en appliquant un coefficient sur les revenus annualisés professionnels de l'assuré. Ça dépend aussi de la situation qui est la vôtre. En tant que cadre, vous avez un régime de prévoyance obligatoire donc, qui prend déjà en charge votre indemnité en cas de décès, qui va entre 2 fois, 3 fois le salaire annuel. Pour des régimes, c'est à peu près dans ces zones-là. Après, pour les indépendants, les TNS, donc les régimes dépendent, comme vous l'expliquait mon collègue tout à l'heure, de votre profession donc, et de vos caisses. Et là, ils sont beaucoup moins favorables. Donc, il faudra bien étudier avec Émeric les montants à prévoir en cas de disparition, qui peuvent aller de 5 à 25 fois les revenus. Ça dépend aussi de la situation de famille. Est-ce qu'elle est en couple avec des enfants en bas âge qu'il faudra accompagner tout au long de leurs études? Est-ce que les enfants sont déjà élevés et sont autonomes financièrement?
et Madame Travail, ou Monsieur Travail, si vous êtes Monsieur ou Madame. Donc, chaque cas est un cas particulier. On ne peut pas dire il faut assurer tant. Non, c'est l'appréciation, votre appréciation et celle de votre conseiller qui permettra de déterminer le capital à assurer. En termes de fiscalité, je vous avais promis un petit focus. Donc là, rappelez-vous, on a présenté l'homme clé et dans un deuxième temps la garantie associée et la prévoyance. Donc l'homme clé, donc c'est en termes de fiscalité, donc les primes versées sont déductibles de l'année en cours, comme toutes les charges de l'entreprise. Et le capital versé, par contre, lui, est imposable et rentre comme un résultat exceptionnel, peut être étalé pendant 5 ans, comme un amortissement. Pour ce qui concerne, bon, SLPP, excusez-nous les noms un peu barbares, c'est Swiss Life Prévoyance particulier et SLGA, c'est Swiss Life Garantie Associée, c'est le nom des produits chez nous, pour les identifier. Donc la fiscalité est tout à fait différente, puisque là, seule la portion de prime au-delà de 152 500 €, si la prime est versée avant les 70 ans de l'assuré, sera taxée à 20%, donc viendra en diminution du capital d'essai versé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer que la totalité du capital d'essai versé sera non imposable et hors droit de succession. Donc c'est un élément qui n'est pas neutre. Ce qu'il faut considérer là, dans ce cas précis, c'est qu'on est dans le même genre de fiscalité du décès que l'assurance vie, qui est plus souvent connue. On est exactement sur les mêmes règles. Exactement, sauf que là, on raisonne sur les primes. Et là, on raisonne, alors, la base n'est pas la même. Mais... Voilà, c'est sur les mêmes articles de loi que vous connaissez, 757 et 990I. Par contre, en prévoyance, on raisonne sur les primes et non pas sur les prestations. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est l'origine d'une prévoyance, mais parfois il coûte, c'est sûr, il faut cotiser tous les ans. C'est une charge supplémentaire, elle n'est pas toujours déductible si vous le faites à titre personnel, mais pensez à celui qui percevra le capital si vous venez à disparaître malheureusement. Pour lui, il n'y aura aucun droit de succession à payer. Donc, c'est un élément important, je pense. Et rappelez-vous qu'en garantie associée, garantie croisée, c'est aussi la société qui peut prendre en charge la cotisation. Par contre, elle les réintègre en avantage en nature. Donc là, ça redevient déclarable à l'IRPP. Voilà pour ce qui est de ma présentation. J'espère avoir été clair. Un peu rapide, désolé. Et le sujet était aussi important. Et on est à vos dispositions tous les trois pour répondre à vos questions. Donc, on n'est pas trop mal dans le timing, en effet. Du coup, c'est l'occasion pour vous aussi de poser vos questions. Moi, ce que j'ai noté pour synthétiser tout ça, donc en protection individuelle, vous aurez constaté qu'on a 3 types de garanties de base qui sont l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. On a dans la protection d'activité la possibilité de souscrire pour sa société, pour la protection de sa société, à des garanties hommes-clés et qu'on peut bénéficier de garanties croisées entre associés pour se protéger aussi sur ce plan-là. Oui, et on peut faire les deux, bien sûr. Les trois, mais on peut tout cumuler. Et justement, je vais peut-être amorcer le débat ou les questions de cette manière-là, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Mais faut-il s'assurer pour tout ? Et faut-il s'assurer pour tout ? Et dans quelle mesure ? Et est-ce que c'est indispensable ? Qu'est-ce qui est indispensable ? Et puis combien ça me coûte ? Parce qu'en fait, en réalité, souvent, c'est aussi une question économique. On n'a pas trop parlé de ça, mais les montants des primes, certains d'entre vous ne se rendent peut-être pas compte de ce que ça représente. C'est souvent, pour l'avoir vécu une fois, c'est souvent des surprises pour vous de découvrir que finalement, ce n'est pas non plus des montants démesurés en termes de primes. Alors, ça dépend de ce qu'on court, des cas particuliers, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de l'âge. Et de l'âge, etc. Donc, justement, alors, je pose la question aux deux, vous répondez comme vous voulez, mais déjà, pourquoi finalement s'assurer sur toutes ces garanties-là ? On imagine, on a eu quelques éléments de réponse, mais c'est bien peut-être de se concentrer quelques instants là-dessus. Faut-il s'assurer sur tout et quelles sont peut-être les priorités, les critères, et puis combien ça coûte ? Donc, qui se pose la question en premier ? Vas-y, si tu réponds en premier. Alors, faut-il s'assurer
Surtout, ça c'est une bonne question à se poser, mais d'abord ma présentation était vraiment sur s'assurer sur sa rémunération. Donc, dans un premier temps, c'est de garantir sa rémunération en cas d'un accident de la vie, que ce soit l'arrêt de travail, l'invalidité ou le cas de décès. Donc ça, c'est se prémunir à titre personnel. Donc ça, c'est pour moi le contrat déjà qu'il faut mettre en place tout de suite, c'est de l'avoir. Et donc, dans un deuxième temps, effectivement, il y a des garanties aussi pour couvrir son outil de travail. Parce que dès lors qu'on s'est assuré, nous, sur notre rémunération, c'est une chose. Si on a, par exemple, un arrêt de travail qui est pendant 2 ans, par exemple, suite à un cancer, voilà, on est dans une phase où on doit faire des chimios, et la réanimation, ça peut prendre un certain nombre de temps, de mois, voire d'années. Donc, au moins, avec un contrat de prévoyance, on a assuré ce risque-là. Mais après qu'on a assuré ce risque-là, il faut aussi, dans un deuxième temps, s'assurer la pérennité de son outil de travail. Parce que dès lors qu'on va reprendre son activité, la rémunération, elle est liée à son outil de travail. Donc, il faut aussi pouvoir l'assurer, et c'est l'assurer avec le contrat homme-clé. Donc, le contrat homme-clé, on l'a vu, c'est pour les garanties d'essai, mais on a de l'invalidité aussi, ou de l'arrêt de travail. Donc, l'arrêt de travail, ça permettra quoi? Par exemple, d'embaucher un commercial le temps qu'on ait disparu, ou d'avoir un manager de transition, le temps de pouvoir, nous, quand on est en arrêt de travail, de pouvoir se soigner correctement et avoir l'esprit serein. Et après, vous avez le dernier contrat qui est, lui, la garantie croisée entre associés et qui est vraiment là pour prévenir surtout son associé dès lors qu'il va y avoir un décès. Parce que je dis toujours, quand on est dans une société et qu'on est deux et ça fonctionne bien, le jour où il y en a un qui décède, on n'a pas envie d'avoir un associé qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam qui va rentrer dans la société et qui n'aura pas du tout la même vision. Alors qu'avec le contrat croisé entre associés, le fait d'avoir un capital pour pouvoir racheter les parts de l'associé qui vient à décéder, l'associé survivant a le temps de pouvoir choisir son associé. Donc on le voit bien dans cette explication que ce sont 3 contrats qui sont complémentaires. Mais pour moi, la première pierre, c'est déjà garantir rapidement sa rémunération et d'être serein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas couvert, restez bien assis sur votre chaise parce que je vous l'ai montré avec votre régime obligatoire, vous êtes couvert pour pas grand-chose en fonction de votre rémunération. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'assurer la pérennité de son entreprise avec le contrat homme-clé. Et le troisième point, c'est de pouvoir garantir la garantie croisée entre associés. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais tout ça, c'est un coût. Alors, effectivement, c'est un coût, mais qui peut être dérisoire. Parce que le coût d'un contrat d'assurance de prévoyance, il est en fonction de votre âge et aussi des garanties que vous allez souscrire. Moi, je vous ai indiqué uniquement les 3 garanties qui étaient vraiment la première pierre pour pouvoir s'assurer, où voilà, vous êtes l'esprit serein. Après, vous avez un certain nombre de garanties optionnelles qui, là, vont augmenter le coût du contrat. Si je prends un exemple pour quelqu'un qui a 80 000 € de revenus, qui est au régime social des indépendants, la sécurité sociale des indépendants, qui a une trentaine d'années, on va être sur une prime qui va être entre 600 et 1 000 € pour les garanties pour 80 000 €. Si on est sur quelqu'un qui a plus de 45 ans, on peut dire qu'on va être autour des 2 000, 2 500 € par an de couverture. Sur un contrat homme-clé, mais là je laisserai la part à vos collègues de faire cette partie-là, mais sur un contrat homme-clé, c'est souvent on prend déjà le capital d'essai et souvent en fait le capital d'essai ne coûte vraiment pas cher en fonction de l'âge. On peut avoir des surprises pour s'assurer pour 300 000 € et avoir une cotisation annuelle de 500, 600 €, même voire moins des fois si on est très jeune. Donc ce n'est pas vraiment un coût qui est vraiment forcément exorbitant. Dans la partie que je vous ai présentée, qui est la prévoyance dit en loi Madelin, en fait, la loi Madelin, c'est une aide fiscale vis-à-vis des indépendants pour pouvoir se prémunir sur leur protection sociale. Donc, vous avez peut-être déjà entendu sur votre protection pour la mutuelle, sur la prévoyance, sur ces contrats de retraite. En fait, le Madelin a dit quoi? Il a dit le salarié a une protection sociale qui est plutôt bien couverte. Le dirigeant d'entreprise, travailleur non salarié n'en a pas, il faut que je l'incite à le faire. Donc, il a mis une carotte fiscale pour pouvoir prendre ses contrats. Donc, ça signifie quoi? C'est que les cotisations que vous avez, vous pouvez les déduire soit à l'IR ou soit à l'impôt sur les sociétés. Donc, voilà, c'est un effort, mais quand même, il y a un avantage fiscal pour vous qui viendra encore diminuer le coût de ce contrat. Je vais laisser la main à Eric. Eric, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ces questions? Oui, donc écoutez, Baptiste nous a quasiment tout dit. Donc sur la partie comme il le dit, on a des surprises et plutôt des bonnes surprises. Effectivement, le tarif il va dépendre de l'âge.
La profession aussi, hein, on a des tarifs bien adaptés aux chefs d'entreprise, aux indépendants et aux cadres, qui sont les cibles privilégiées de Swiss Life en l'occurrence, et aussi d'Emeric. Donc, si vous êtes donc dans ces cibles-là, le tarif est bien adapté. L'âge est prépondérant. Si vous êtes fumeur, par contre, c'est moins intéressant parce que le tarif, là, il va être doublé. Donc, on n'a rien contre les fumeurs, mais le risque est plus important. Donc, voilà, c'est beaucoup plus cher. Donc, je crois qu'il y avait un exemple de tarif qu'on avait fait dans le diaporama. Si tu peux juste me le récupérer. Alors, je vais remettre le diaporama en haut. Oui, excusez-moi, parce qu'on avait un petit exemple. C'était le dernier slide d'ailleurs. Voilà, c'est là. Super. Alors, c'est pas très lisible là non plus, je suis désolé. Attends, je vais essayer Non, mais t'embête pas. Alors, on a pris l'exemple. Non, t'arriveras pas. On a pris l'exemple de quelqu'un qui serait né le 1er janvier 1975, qui est chef d'entreprise et qui est non-fumeur. Hein. Donc, et là, la première année, excusez-moi, j'agrandis un petit peu. Alors, on a distingué la cotisation DCPTIA, donc cotisation de base. Donc là, en première année, on est à 411 €. Et la cotisation invalidité permanente totale, qui est versée sous forme de capital, on en rajouterait 131 €. Donc, pour la première année, pour quelqu'un qui a 45 ans, c'est ça ? Quelqu'un qui a 45 ans chez une entreprise non fumeur, il paiera 543 € en DCPTIA. S'il prend que DCPTIA et invalidité, s'il prend que le DCPTIA, 411 €. Après, vous allez me dire, oui, ça va augmenter. Tous les ans, ça augmente effectivement entre 5 et 6% avec l'âge. Donc, dans 10 ans, la cotisation elle monte à 1 346 € par an. Et je vous rappelle que l'homme clé, la cotisation est déductible pour l'entreprise. Donc, c'est vrai que est-ce qu'il faut s'assurer? C'est une bonne question. Oui, donc je dirais que oui, déjà je suis assureur, donc je ne pourrais pas vous dire non. Mais déjà pour pérenniser l'entreprise, comme on a vu, en cas de disparition, l'entreprise, une fois sur deux, va défaillir tout simplement. Donc c'est quand même dommage pour ceux qui sont encore présents. Pour ses proches, il faut quand même prévoir l'avenir. Donc bien sûr, les accidents n'arrivent pas qu'aux autres, malheureusement. Donc on est tous concernés. On a aussi des périodes difficiles actuellement, comme vous le savez. Est-ce qu'il faut s'assurer pour tout? Après, il faut voir aussi avec la fiscalité. Il y a des… Baptiste vous a parlé des régimes en Madelin, tout à fait favorables pour les indépendants, qui permettent de déduire la totalité ou une grande partie, en tout cas, des cotisations. Voilà. Donc, il faut étudier tout ça. Et là, vous avez la chance d'avoir un conseiller qui est au fait de tous ces éléments. Et nous sommes là, nous, inspecteurs, pour l'accompagner et l'appuyer dans sa démarche. Voilà, il faut s'assurer pour tout. On assure aussi pour le bruit de machine. Donc, la question, c'est la question évidemment de personnes qui ne seraient pas déjà assurées. Après, on a aussi souvent cette question, je suis déjà assuré. Est-ce que ça vaut le coup de temps en temps de faire un petit audit des couvertures parce qu'on l'a déjà fait, moi je l'ai pratiqué, je me souviens avec Baptiste, il n'y a pas si longtemps. On a parfois quelques surprises dans les couvertures d'assurance qu'on peut trouver chez les uns et chez les autres. Et quand on fait un petit audit, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses à améliorer, et en termes de couverture et peut-être en termes de tarifs. Bon. Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus? Quelles sont vos expériences sur le sujet? On le voit bien, et c'était toute la démarche de ma présentation tout à l'heure, c'est que je vous ai parlé qu'une garantie qui est pour moi la plus importante à regarder dans le contrat, qui est l'invalidité, où je vous ai déjà fait quelques points, savoir comment calculer le taux d'invalidité, quelle était la formule de calcul, mais en fait, derrière tout ça, il y a encore pas mal de choses à étudier. Il y a les exclusions à l'intérieur du contrat, comment est déterminée l'invalidité, est-ce qu'elle tient compte uniquement de sa profession ou des capacités exerçantes avec ses autres professions, qui viendra encore diminuer le taux d'invalidité. Donc, une audit est toujours important sur un contrat parce que Emeric va être là pour étudier garantie par garantie, parce que ce n'est pas parce qu'on est garanti en arrêt de travail ou en invalidité qu'on est bien garanti. Il faut regarder les spécificités de savoir comment va indemniser l'assureur, le client. Donc, il faut toujours faire une audit. Déjà d'une, parce que souvent, on peut être assuré pour un montant qui n'est pas forcément le bon, parce qu'on peut avoir pris un contrat d'assurance de prévoyance il y a 5-6 ans, avoir des montants de prestations rien que sur le montant de l'enveloppe de la rémunération qui était un montant X, sauf que 6 ans après, le montant a doublé.
Donc, on ne peut être qu'assuré qu'à moitié. Donc, le but de faire une audit, c'est d'analyser tout ça et après, garantie par garantie. Et après, c'est le rôle d'Emeric de trouver le meilleur contrat par rapport à votre problématique. Alors, il y a ça aussi. On sait aussi que selon les assureurs, on a des, c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Eric, vous avez tous des paramètres et des cibles de clientèle différentes. Donc, vous adressez à des publics différents et par conséquent, vous avez vos spécialités et les garanties ne se ressemblent pas toujours. Tout à fait. Donc, ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Tout à fait. Donc, toi, tu as parlé un peu de vos cibles et ce qui est intéressant, c'est de savoir, par exemple, chez Swiss Life, quel genre de public vous avez et chez Avida, sachant qu'il y a des choses qui se recoupent, bien sûr. Alors oui, alors déjà, juste avant, pour compléter, est-ce que certains d'entre vous ont peut-être déjà ce type de contrat? Déjà, bravo, c'est bien. Effectivement, ça vaut le coup d'y jeter un œil aussi, comme le disait Baptiste aussi, pour voir si les garanties sont bien adaptées. Les contrats, ils bougent pas beaucoup parfois, et par contre, vous bougez dans votre activité, votre environnement, vos revenus. Donc, ça vaut le coup aussi de regarder régulièrement s'ils sont toujours bien adaptés. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire une proposition plus intéressante en termes de garantie, en termes de tarifs? Donc, ça permet de rebondir sur les cibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Swiss Life, c'est une compagnie d'assurance de personnes. Et on est donc tout à fait orienté sur la clientèle patrimoniale, donc des chefs d'entreprise, des indépendants, des professions libérales et des cadres. C'est là où on sera les plus présents, puisqu'il y a la retraite aussi, il y a le placement, il y a les annuités journalières, mais la prévoyance, qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, ce sont nos axes de développement principaux. On sera moins bien disant peut-être sur d'autres métiers ou sur des personnes inactives, pour ce qui est de la prévoyance en tout cas. Donc voilà, ce que je peux dire. Ok. Baptiste, vous avez des... Alors nous, on a une spécificité depuis des années qui sont les professions libérales médicales, ainsi que les professions libérales réglementées. Mais depuis 2 ans, on est vraiment sur le marché aussi du gérant majoritaire ou du mandataire social, parce qu'on a une vraie spécificité, c'est que sur nos contrats, on peut couvrir l'intégralité des dividendes. Aujourd'hui, un certain nombre de chefs d'entreprise se montent en SAS et ont une rémunération exclusivement en dividendes, donc qui n'est pas toujours très simple à pouvoir assurer chez certains assureurs. Nous, on a cette faculté de pouvoir vous couvrir l'intégralité de vos dividendes. Donc voilà, donc on est vraiment sur une niche aujourd'hui avec les professions libérales et les gérants majoritaires, qui est notre cible. Voilà, Swiss Life et nous sommes vraiment en concurrence sur cet axe-là. Voilà, on est tous les deux des vrais compétiteurs sur ce marché-là. Mais on s'entend bien quand même. La preuve. Il n'y a pas de souci. Attendez, je vais remettre l'écran correctement. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour des questions qu'on voulait se poser entre nous. Est-ce que vous avez des points à éclaircir? Il nous reste 5 minutes. Je vais réactiver les micros et à vous de nous dire ce que vous avez compris, de ce que vous avez encore à nous demander. Alors, la réactivation des micros ne marche pas toujours. On a vous couper le micro, mais on n'arrive pas. Je suis en train de les réouvrir. C'est à vous de. La parole est à vous. Non? Des cas de figure que vous avez pu rencontrer, des zones d'ombre? Bon, après, l'intérêt, c'est de revoir avec Emeric à l'occasion d'un prochain rendez-vous. Si vous avez déjà un contrat pour l'analyser, comme on a vu, s'il est bien adapté, et puis sinon, si vous avez des projets, les regarder ensemble. Emeric vous interrogera, moi et Baptiste, pour vous accompagner. Là, on est à sa disposition. Ok, je vous remercie. J'en profite pour remercier ceux d'entre vous qui nous ont suivis sur toutes ces visios des mercredis matins du mois de septembre. J'en vois quelques-uns qui les ont tous suivis. Donc merci, c'est que ça va vous intéresser, je l'espère en tout cas. On va poursuivre ces cycles de visio, mais en prenant un rythme un peu plus
espacés, puisque la prochaine, on l'organisera vraisemblablement le 20 octobre. Et cette fois-ci, ce sera en fin de journée, à 18h30, sur l'assurance vie luxembourgeoise. Voilà. Il est 9h28. Je ne vois pas de questions arriver, pour preuve du contraire. Et si c'est le cas, je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt. N'hésitez pas à m'appeler si c'est nécessaire. Et sinon, on se reverra bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.